Voilà. Donc, on était là. Après avoir lancé la requête ping, on a vu que ça n'a pas abouti, n'est-ce pas? Parce que comme on l'avait dit, l'adresse 192.168.1.253 n'a pas encore été allouée au port VLAN, n'est-ce pas? Alors, configurer maintenant l'interface de gestion des commutateurs. Donc, configurer l'adresse IP de S1. Les commutateurs peuvent être utilisés sans configuration, effectivement, n'est-ce pas? Les commutateurs transmettent ce qu'on appelle des informations d'un port à un autre en fonction de ce qu'on appelle des adresses MAC, parce que chaque commutateur a ce qu'on appelle une table d'adressage MAC, n'est-ce pas? Comme le routeur a à son niveau ce qu'on appelle la table de routage. Alors, de contrôle d'accès au support, pourquoi un commutateur a-t-il besoin d'une adresse IP selon vous? À ce niveau, on va configurer des adresses IP au niveau des interfaces VLAN de nos deux switches. Mais selon vous, pourquoi est-il nécessaire de configurer une adresse IP, d'accord, sur le commutateur? Pourquoi, selon vous? Vous avez une idée? C'est pour faciliter le transfert des paquets. Sinon, sans adresse IP, on ne sait pas le paquet appartient à qui ou bien on doit l'envoyer à qui. Bon, pas forcément, parce que regardez, même si on ne configure pas, rappelez-vous du premier TP qu'on avait fait. Donc, tu te rappelles, tu avais suggéré le fait d'installer, de configurer l'interface du routeur, mais du switch plutôt. Mais je t'avais dit que ça, ce n'était pas obligatoire. Donc, le switch peut ne pas avoir d'adresse IP. Donc, on peut mettre un switch dans le réseau sans lui donner une adresse IP sur les interfaces et autres. Regarde, par exemple, si tu prends ton routeur, ton switch plutôt, tu as ta connexion Internet qui marche, n'est-ce pas? Par exemple, tu as ta box ADSL à la maison, tu te connectes normalement, mais tu as 10 ordinateurs que tu veux connecter via le réseau câblé. Donc, tu peux juste prendre ton switch là où tu n'as fait aucune configuration, tu déposes le switch, tu le branches, tu prends un câble, tu le branches depuis le routeur jusqu'au switch, de sorte que la connexion soit partagée au niveau du switch, et tu prends tes câbles, tu les branches sur le switch vers les machines, et automatiquement, les machines sont connectées. Alors que tu n'as fait aucune configuration sur le switch. N'est-ce pas? Oui. Mais le fait de configurer une adresse IP sur le switch, l'intérêt c'est quoi? C'est souvent avec les accès à distance. Parce que si vous êtes administrateur réseau, vous avez votre salle serveur, par exemple, qui est au rez-de-chaussée, vous êtes au 3e étage. Donc, vous ne pouvez pas, à chaque fois que vous avez besoin de faire des configurations, de descendre jusqu'à la salle serveur pour vous connecter au switch. Donc, ce qui est plus intéressant, donc, et ce qui est plus suggéré, c'est de configurer une adresse IP sur ton interface de gestion. Donc, une fois que tu as configuré une adresse IP pour l'interface de gestion, à distance, tu accèdes au switch par SSH. Donc, tu te connectes, tu fais les configurations nécessaires, puis tu quittes. Donc, c'est essentiellement ça qui permet aux les gens, n'est-ce pas, demandent à ce que, voilà, qu'on configure des adresses IP sur le switch. Donc, l'intérêt essentiel, c'est ça. Alors, on nous dit en mode de configuration globale, saisissez les commandes suivantes pour configurer S1 avec une adresse IP dans le réseau local. Donc, je suis sur S1. Là, je mets entrée. Le mot de passe, c'était Cisco. Ensuite, je mets un enable. Et là, c'est classe. Alors, je vais entrer maintenant en mode de configuration. Alors, on va sélectionner maintenant interface pour configurer l'adresse IP sur l'interface. Interface VLAN 1, n'est-ce pas? Et je donne l'adresse IP. IP adresse, je mets 192.168.1.253. Voilà. Et je donne le masque 255.255.255.0. Je mets entrée, puis j'effectue un no SH. No shutdown.
Et là, on nous dit, voilà, on peut aller maintenant sur exit, puisqu'on a déjà configuré l'adresse IP sur l'interface. Donc, je fais un exit pour quitter. Exit. À quoi sert la commande no shutdown ici? C'est pour enregistrer l'adresse IP. Pour activer plutôt l'interface. Si on ne fait pas no shutdown, l'adresse IP ne va pas être prise en compte. En fait, c'est plutôt parce que si vous regardez comment on appelle, les interfaces, le plus souvent, ils sont en mode, si on ne donne pas d'adresse IP ou rien, les interfaces ne sont pas toujours trop activées. Donc, pour les activer, donc c'est pourquoi, si vous regardez ici, après avoir écrit la commande no shutdown là, on a mis no shutdown et on nous dit link change interface VLAN 1, change state to up. Voilà, donc ça veut dire que la commande no shutdown permet d'activer en fait notre interface. Donc quand on tape automatiquement, on a les informations qui sont là. Voilà, on continue. Alors, enregistrer la configuration. Copie toujours, copy running config, startup config. Donc je fais un exit. Puis j'exécute la commande copy running config startup config. Puis je valide. Alors, on me dit vérifier maintenant la configuration de l'adresse IP sur S1. Pour ça, on avait vu tout à l'heure les commandes show. Donc, pour cela, on va juste faire un show IP interface bref pour vérifier la configuration show IP interface bref. C'était sur l'interface VLAN 1. Donc, je déroule jusqu'en bas. Et là, automatiquement, on peut voir que sur notre interface VLAN 1, interface VLAN 1, on est là. On a adresse IP 192.168.1.253. Et là, CA, l'adresse IP a été allouée de façon manuelle et il est en mode up. Mais regardez, toutes les autres interfaces sont en mode down. Donc, si on n'avait pas mis no shutdown, cette interface aussi sera en mode down, malgré qu'on ait donné une adresse IP. L'interface sera en down. Donc, c'est d'où là l'intérêt de la commande no shutdown. OK. Alors, étape 2, configuration maintenant de S2 avec une adresse IP. Donc, sur S2, souvenez-vous, on doit d'abord configurer quoi? Le nom du switch sur S2, voilà, configurer le mot de passe console à Cisco, le mot de passe d'exécution privilégié à classe, de configurer aussi le bannière mode, comme on l'a fait avec le premier switch. Donc, ces étapes, je vous laisse les faire. Maintenant, nous, on va directement aller à la configuration de quoi? De l'adresse IP, voilà, du switch. Donc, je ferme ici et je vais lancer le terminal pour le switch 2. C'est bon, le partage, vous voyez? Oui, c'est bon. Voilà, donc je fais un enable. Je vais directement en mode configuration. Et ici, on va faire quoi? On va choisir interface. L'interface VLAN. Interface VLAN. Non, toujours c'est VLAN 1 parce que nous sommes sur l'autre switch. Donc, le VLAN par défaut, c'est toujours le VLAN 1. OK. Voilà. Donc, si on fait interface VLAN 1, et maintenant, c'est juste l'adresse IP qui va changer. IP adresse. Donc, on aura 192.168.1.254. Donc, dans le tableau, tout à fait en haut, on nous avait dit que pour le switch là, son interface VLAN, ce sera juste 254, vous voyez. Donc, toujours interface VLAN 1, VLAN 1, mais seulement les deux adresses vont changer. Voilà, donc 192.168.1.254, on a 255.255.255.0. Et là, on n'oublie pas le no shutdown pour activer notre interface. Voilà, donc on fait un exit. On fait un exit à nouveau. Puis on enregistre copie running config, startup, config. Voilà, on enregistre. Alors, une fois que cette configuration est faite, maintenant, on nous dit donc la commande ping permet de vérifier la connectivité au réseau. Il est très important de disposer d'une connectivité sur tout le réseau. D'abord, on va cliquer sur PC1
de sélectionner l'onglet desktop, commande prompt et envoyer une requête ping à PC2. Mais on va vérifier auparavant, est-ce qu'on avait fixé l'adresse IP de PC2. PC2 devait avoir normalement l'adresse 192.168.1.1.2. Voilà, on n'avait pas fixé son adresse, donc on le fait. Donc, on fait un 192.168.1.2 et son masque par défaut. Voilà, on peut fermer. Et là, on peut essayer de lancer notre commande ping. Donc, on va envoyer un ping de PC1 à PC2. On fait juste, voilà. Donc là, je suis sur le terminal. On va aller sur commande prompt. Voilà, je fais ping 192.168.1.2. Voilà, on voit que là, les requêtes ont abouti. Si on regarde les statistiques, paquet send, on a envoyé 4 paquets. Donc, on a reçu 4 paquets. En termes de perte, on a 0% de perte. N'est-ce pas? Alors, deuxième chose, on nous demande d'envoyer une requête ping à l'adresse IP de S1, toujours. Donc, je suis sur le PC1, je rappelle ma commande ping et je change. Ici, l'adresse IP de S1, c'est 253. Voilà, donc je fais un ping et on reste à l'écoute. La première requête échoue et les suivantes marchent. Donc, si on regarde ici, parmi les 4, la première a échoué. Là, c'est notre première tentative et la première requête a échoué, mais les 3 autres ont réussi. Et là, dans les statistiques, on nous dit les paquets qu'on a envoyés, voilà, sont au nombre de 4. Les paquets qui sont reçus sont au nombre de 3 et on a un paquet perdu. Donc, on a 25% de paquets perdus. Mais regardez ce qui va se passer à la deuxième tentative. À la deuxième tentative, on voit que tous les paquets vont arriver à destination. Donc, cette fois-ci, on a 0% de perte. Alors, on nous dit envoyer maintenant une requête ping à l'adresse IP de S2. Donc, l'adresse IP de l'interface VLAN du switch 2. Donc, dans ce cas-là, ce sera un 254 au lieu de 253. Toujours, ici aussi, la première requête, le premier paquet est perdu, mais le reste ont réussi. Mais si on lance une deuxième fois une tentative, automatiquement, l'ensemble des paquets arrive à destination. Alors, sur PC2, maintenant, envoie une requête ping aux autres périphériques du réseau. Donc, on va faire les mêmes opérations. Je viens sur PC2 et j'essaie de faire tout ce que j'ai réalisé avec le PC1. Donc, en commençant par un ping sur le 192.168.1.1 qui est le PC1, la requête aboutit. Alors, je fais sur un 254 qui est l'adresse du VLAN 1 du switch 2. Première requête perdue, le reste, OK. Ensuite, quand on lance une deuxième fois, donc toutes les requêtes aboutissent. Même chose, si on lance sur le 253 qui est l'interface VLAN du switch 1, la première requête, on la perd parce que c'est la première fois que le paquet est envoyé. Donc maintenant, dès lors qu'il y a découverte, automatiquement, le reste fonctionne correctement. Voilà, on dit maintenant en D sur S1, envoie une requête ping aux autres périphériques. Là, on est sur le switch maintenant. On demande d'aller sur le switch 1 et d'envoyer une requête aux autres périphériques du réseau. La requête ping envoyée à PC1 est représentée ci-dessous. Donc, on va le faire. On va aller sur le switch numéro 1. Là. Exit. Je fais un exit. Alors, je mets un Cisco. Et là, je vais lancer mon ping sur 192.168.1.1, qui est l'adresse IP du PC1. Alors, quand on envoie ce ping-là, on nous dit sending 5, 100 by ICMP echo 292.168.1.1, time out 2 secondes, success. Donc là, automatiquement, nous, c'est ça qui nous intéresse le plus, success rate. Donc, 100% de réussite. Donc, l'ensemble des paquets qui sont envoyés ont été reçus. Donc, si on regarde ici aussi, c'est le même résultat qui est là, success. Voilà. Donc, on a 100% de réussite. Sur S2 aussi, envoyer une requête ping
aux autres périphériques. Donc, si on va sur le switch S2, on fait la même chose, on fait un ping sur le PC2, ainsi de suite. Donc, les requêtes doivent toutes aboutir. On nous dit ici que toutes les requêtes ping doivent aboutir. Si le résultat de votre première requête ping est de 80%, alors recommencez. Il devrait maintenant être égal à 100%, comme on l'a vu tout à l'heure. Vous apprendrez plus tard pourquoi une requête ping donc, peut échouer la première fois. Si vous ne pouvez pas envoyer une requête ping à aucun des appareils, vérifiez votre configuration pour vous assurer qu'elle ne comporte pas d'erreur. Heureusement pour nous, toutes les configurations ont fonctionné, donc tout a marché. Même chose comme tout à l'heure, à chaque fois que vous franchissez une étape et que vous la réussissez, vous mettez le nombre de points ici. Donc, le nombre de points maximum pour l'étape 3B, c'est 2 points. Donc, si vous réussissez, vous mettez 2 points, vous remplissez le tableau jusqu'à la fin. Puis, en cliquant sur Check Result, vous verrez que voilà, automatiquement, vous avez réussi le TP et que vous pouvez passer au suivant. Et toujours, n'oubliez pas d'enregistrer votre travail dans le dossier que je vous ai demandé de créer. C'est bon? Oui. Maintenant, pour info, hier, on était en réunion avec le professeur Alassane Diop par rapport à vos examens, parce que même nous, en fait, on se demande, on se dit, bon, pourquoi depuis lors, ils n'ont pas fait les examens pour le premier bootcamp. Mais ce qui bloque surtout, c'est la disponibilité du CNEPS de Thiès. Parce que depuis lors, le CNEPS de Thiès est occupé par le ministère de la Jeunesse, parce que c'est à leur disposition. Oui, d'accord, semaine de la jeunesse. Voilà. Donc, on a échangé avec Alassane. Maintenant, il nous a même proposé, donc nous, les formateurs assistants là, si quelqu'un connaît un endroit qui peut abriter au moins 75 jusqu'à 100 personnes, c'est-à-dire les étudiants et les formateurs plus les experts. Donc, au moins 100 jusqu'à 150. Quelqu'un qui connaît un endroit qui peut abriter ça, un bon endroit et tout, il n'a qu'à lui faire signe, lui donner les contacts nécessaires. Eux, ils vont voir avec le service comptable comment faire pour laisser le CNEPS et aller ailleurs, quoi. Donc, dans la mesure du possible. Bon, donc on a longuement échangé sur ça. Donc, le blocage, c'est juste à ce niveau. Mais sinon, si ce n'était pas ça, automatiquement, le premier bootcamp aurait déjà été fait. Mais déjà, même pour vos examens, donc pour cette fois-ci, donc il dit que ce sera fait dans la plateforme ForceN, quoi. J'espère que tout le monde ici a accès à la plateforme ForceN. Moi, je ne suis jamais... Bon, je n'ai jamais assisté là-bas. Bon, en fait, il faut essayer d'accéder à la plateforme ForceN, quoi. Pas NetAcad, mais ForceN. D'accord? Vous essayez de passer. Il dit que cette fois-ci, il se peut que les examens se fassent dans la plateforme et l'environnement est déjà en train d'être préparé pour vos examens, quoi. Donc, pour information, donc, essayez dès à présent de gérer les accès à la plateforme ForceN. Donc, au cas où vous avez des soucis, automatiquement, faites-moi un retour pour qu'on règle ça avant que les gens ne lancent l'examen et que vous ayez des problèmes pour accéder à la plateforme. Voilà, bon, je n'ai pas eu à assister à toute la réunion parce que j'étais dans d'autres activités, mais déjà, pour ce que j'ai eu à assister, voilà, donc les points qui m'intéressaient plus, c'était voilà, à quand est-ce les examens et qu'est-ce qui sera dit par rapport au bootcamp. Et déjà, la nuit d'hier, donc il y a déjà un parmi nous qui a proposé un endroit avec des photos et tout, ben, c'est vraiment top. Bon, on ne sait pas si il a déjà envoyé à la finance et tout. Donc, pour que ces gens-là puissent appeler et aller prospecter pour voir la faisabilité. En tout cas, il dit que si le budget qui leur a été alloué peut supporter, automatiquement, il n'y aura pas de problème. Ils adoptent et après, voilà, les organisations sont faites. Maintenant, espérons que le budget qui a été alloué va pouvoir supporter l'endroit, quoi. Je ne vais rien dire par rapport à l'endroit, mais c'est... Hier, en tout cas, nous, formateurs assistants, quand on a vu les photos, on était vraiment déjà, les gens commençaient à rêver, quoi. Espérons que, voilà, ils vont trouver une entente, quoi. Sinon, à défaut de ça, bon, on risque de patienter un peu les CNEPS, mais aussi parce que le projet, normalement, ça doit terminer avant début 2023. Donc, d'ici décembre, donc, ils doivent tout boucler, quoi. Ce qui veut dire que, voilà, donc là, même eux, ils sont vraiment pressés de trouver un endroit et que les gens puissent le faire. C'est pourquoi il a d'ailleurs proposé à l'ensemble des
formateur assistant. Chacun, toute personne qui connaît un endroit qui peut prendre, ils n'ont qu'à lui proposer avec des éléments. Comme ça, eux, ils vont aller faire la prospection de bon. Ah bon, espérons qu'ils vont trouver déjà une entente avec ces gars. Bon, mais il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte, quoi, parce qu'ils avaient même pensé aux zénons, mais des fois, c'est compliqué. Non, les zénons ne peuvent pas. Voilà, donc c'est ça, malheureusement. Bon, alors, c'est fini pour ce TP. Alors, on va attaquer quoi? L'avant-dernier ou... bon, je pense que c'est l'avant-dernier qu'on va attaquer dans le chapitre 8. Chapitre 8. Alors, 85-24. C'était... il ne faut pas oublier d'enregistrer les TP. À chaque fois que vous réalisez, voilà, vous enregistrez. Comme ça, dès lors que, voilà, que M. Calvin ou Anthony va demander de déposer les TP, voilà, donc ce sera automatique, quoi. Parce que quand ils vont créer le lien Drive pour le dépôt des TP, donc ils vont nous passer le lien et nous, on va broadcaster à votre niveau. Comme ça, tout le monde sera au même pied, quoi. OK. OK, on ouvre le TP pour voir. Voilà. C'est l'avant-dernier du chapitre 8. OK. Configuration des paramètres initiaux du routeur. Bon, pour ce TP, j'avais remarqué que pour y accéder, surtout avoir l'interface de commande sans refuser. Bon, on va trouver une alternative. Je vais ouvrir un autre fichier paquet tracer. L'essentiel que l'on fasse un TP ressemblable à ça. Un PC et un routeur. D'accord. OK. Donc, je vais mettre l'architecture. C'est juste un PC qu'on a mis et un routeur. Bon, je prends un routeur 1941. Bon, 1941. Donc, voilà. On a notre PC et notre routeur là. Et voilà, le contexte, c'est quoi? On dit qu'au cours de cet exercice, vous allez effectuer des configurations de base sur les routeurs. Vous sécurisez l'accès au port de console et CLI à l'aide de mots de passe chiffrés et configurer les messages affichés lors de la connexion des utilisateurs au routeur. Ces bannières donc avertiront les intrus que l'accès est interdit. Enfin, vous allez vérifier et enregistrer votre configuration en cours. Partie 1, vérifier la configuration par défaut du routeur. Et ça, l'étape 1, on nous dit établissez une connexion console avec R1. Pour ça, il faut choisir le câble console parmi les câbles, de cliquer sur le PC. Bon, on va faire une petite modification. Là, on va le nommer PCA, par exemple. Pardon. PC. Vous n'avez pas fait ça, ou bien? On n'a pas. Vous n'avez pas fait ça, ou bien? C'est-à-dire, je n'ai pas trop compris. Le TP, là, on n'avait pas corrigé ça. Non, ça c'est la suite. Ah, donc, peut-être ça a une ressemblance avec d'autres TP. Ah, d'accord. Okay. Ouais. Donc, peut-être lorsqu'on faisait cours, voilà. Pas tout. Donc là, c'est R1. Voilà. Donc, sur PCA, on va faire les connexions. Alors, le port console, on sélectionne là, on est sur RS232. Sur le routeur, on choisit le port console. Alors maintenant, on nous dit de cliquer sur PCA
l'onglet desktop, puis sur terminal, cliquez sur OK et après sur entrée pour accéder. Donc, on vient sur le PC, sur l'onglet desktop, sur terminal, toujours les paramètres par défaut et on clique sur OK pour nous connecter à l'interface du routeur. Donc là, on répond par No et là, on a accès au routeur. Alors, faites glisser le câble, oui, ça c'est déjà fait. Accédez maintenant par étape 2, accéder au mode privilégié, puis examiner la configuration actuelle. Donc, on dit vous pouvez accéder à l'ensemble des commandes du routeur, ainsi de suite. Alors, pour accéder au mode d'exécution privilégié, comme on l'a vu avec les switches, donc nous avons la commande Enable. Donc, Enable. Là, on accède au mode d'exécution privilégié. Alors, notez que l'invite a changé dans la configuration pour se représenter en mode privilégié. Saisissez alors la commande show running config pour vérifier quoi? Pour vérifier la configuration actuelle du routeur. Donc, si on fait show running config, je mets entrée. Alors, la configuration actuelle, elle est là. Donc, pour l'instant, pratiquement, on n'a pas tapé de commande de configuration, n'est-ce pas? Donc, ça, c'est par défaut ce qui est au niveau de notre routeur. Et on nous demande de répondre aux questions. Alors, quel est le nom du routeur? Bon, ici, on n'a pas... Voilà, ici, c'est routeur directement, par défaut. Oui. Combien d'interfaces face Ethernet le routeur possède-t-il? Bon, alors... c'est pas 24. Non, ça, c'est le switch. Mais si vous regardez au niveau du TP, parce que le TP, là, bon, vous allez essayer de remarquer, si vous l'ouvrez, n'est-ce pas? Quand vous essayez d'accéder à l'interface ligne de commande, donc ça refuse, quoi. Par exemple, vous voyez, use say editable lock, ainsi de suite. Bon, je pense d'après les configurations qu'ils ont faites, il y a des soucis. Mais le routeur lui-même qu'ils ont mis dans la topologie, donc si on essaie de vérifier, regardez, il y a combien d'interfaces face Ethernet ici? Donc, on a, non, face Ethernet, c'est face Ethernet 0, 1, ainsi de suite. Il y a 4 interfaces face Ethernet, n'est-ce pas? Il y a 2 interfaces sériales. Il y a 2 interfaces gigabit Internet et l'interface VLAN. OK, 2.0. OK. C'est bon? Donc, on a 2 interfaces gigabit, 2 sériales, 4 interfaces face Ethernet. On est d'accord? Maintenant, on va essayer de faire la même chose avec nous, le fichier qu'on a créé, juste pour pouvoir faire le TP. Donc ici, si on vient là, le routeur qui est là ici, quand je dépose, j'ai combien d'interfaces? Il n'y a que des interfaces gigabit Ethernet et l'interface VLAN. Donc, on va faire de sorte à avoir la même chose que de l'autre côté. Donc, ça veut dire qu'il nous reste nos 2 interfaces sériales et les 4 interfaces face Ethernet. Donc, on va venir là au niveau de ce routeur pour compléter ça. Donc, j'éteins d'abord mon routeur ici. Alors là, je vais tirer mes interfaces sériales, les H8. Là, si j'active pour qu'on voit ce qui se passe avec le 8DT, je ferme et je viens là au niveau du routeur, je dépose. Qu'est-ce qui apparaît? J'ai mes 2 interfaces sériales. Donc, il me reste les 4 interfaces face Ethernet. Je reviens au niveau du switch, je l'éteins, pardon, du routeur. Je l'éteins et je sélectionne H8 4 ES Ethernet. Je les dépose ici, puis je rallume mon routeur. Je ferme. Et là, quand je dépose, voilà, j'ai mes 4 interfaces face Ethernet. Donc, on est au complet. On a 2 interfaces gigabit, 4 interfaces face Ethernet et 2 interfaces sériales. Et là, on peut maintenant répondre aux questions. Combien d'interfaces face Ethernet le routeur possède-t-il? Donc, on les compte. Elles sont au nombre de 4. Ensuite, combien d'interfaces gigabit Ethernet le routeur possède-t-il? Si on les compte, les interfaces giga sont au nombre de 2. Combien d'interfaces série le routeur possède-t-il? En comptant, les interfaces sériales sont au nombre de 2 aussi.
Voilà. On nous demande quelle est la plage de valeur affichée sur les lignes VTV. Sur les lignes VT, VTY. Donc, sur le routeur en mode CLI, je fais un no. Alors, show, je fais un mode enable et on fait un show running config pour pouvoir répondre à la question. On va carrément en bas. Alors, c'est ça. 0,4. Voilà. Donc, l'intervalle, c'est ça. Line VTY, 0,4. Ça fait au total 5. Alors, examinez le contenu actuel de la mémoire vive non volatile. Le contenu actuel de la mémoire NVRAM. Donc, pour ça, on nous dit que la commande, c'est show startup config. Donc, je fais un show startup config. Qu'est-ce qu'on nous dit? Startup config is not present. Donc, quand on tape show startup config, on nous dit que startup config is not present. Pourquoi le routeur répond-il avec le message startup config is not present selon vous? Mais le commande là, je crois que c'est showrunner startup config. Non, ça dépend parce que regarde, on nous dit pour voir la configuration en cours, la configuration actuelle en cours. Au niveau du routeur, on tape la commande show running config. Ça, c'est la configuration en cours. Oui. Mais on nous dit si on veut voir la configuration de la mémoire NVRAM. Oui. Donc là, on va taper show startup config. Mais actuellement, n'est-ce pas? On n'avait pas enregistré ça au niveau du NVRAM. Voilà, exactement. Donc, c'est ça la réponse à la question. Pourquoi le routeur répond-il avec le message startup config is not present? Ça veut dire que pour le moment, on n'a pas encore, le fichier d'exécution n'a pas été enregistré dans la mémoire NVRAM. C'est toujours dans la mémoire vive, la mémoire RAM. Oui. Donc, c'est pourquoi on nous dit que dans le startup config, il n'y a rien qui a été enregistré. Mais vous allez remarquer que quand je fais un copy running config, pardon, j'ai copy running config, startup config. Donc, on copie la configuration actuelle dans la mémoire NVRAM. On est d'accord? Donc, si on fait ça, on enregistre. Regardez maintenant ce qui se passe. Si je fais un show startup config, on ne va plus avoir les messages, voilà, startup config is not present. Mais qu'est-ce qu'on va avoir? La configuration qui a été enregistrée. Donc là, on aura la configuration du running config. La configuration en cours est déjà enregistrée dans la mémoire vive, contrairement à tout à l'heure. N'est-ce pas? Oui. Alors, on nous dit partie 2, configurer et vérifier la configuration initiale du routeur. Étape 1, configurer les paramètres initiaux du routeur. D'abord, il faut configurer R1 comme nom d'ordre, configurer let me in comme mot de passe console, puis activer, et configurer it is secret comme mot de passe d'exécution privilégié, chiffrer tous les mots de passe en clair, de configurer la bannière mode. Donc, on entre en mode configure terminal. Première chose, hostname, pour changer le nom du routeur. Hostname, c'est R1. Alors, on nous demande de configurer maintenant let me in comme mot de passe console. Donc, comme on l'a vu tout à l'heure, line console 0, n'est-ce pas? Oui. OK. Password, on a let me in. Let me in. D'accord? Oui. Let me in. N'est-ce pas? Login. Je fais un exit. Ensuite, le mot de passe d'exécution privilégié. Donc, en chiffré. Enable secret. Enable secret, on nous dit que c'est quoi? It is a secret. Voilà. It is a secret. D'accord.
Ça aussi, c'est configuré. Maintenant, on nous demande de chiffrer tous les mots de passe en clair. Donc, ça, c'est la commande service password encryption. Là, on chiffre tous les mots de passe. On nous demande ensuite de configurer le bannière mode. Donc, comme on l'a fait tout à l'heure, bannière mode, on ouvre les guillemets. Donc, je peux mettre toujours « vous n'avez pas accès ». Voilà. Donc, juste un truc simple. Vous n'avez pas accès, puis on enregistre en faisant un do white. Alors, tout de suite, on nous demande de vérifier les paramètres initiaux en affichant la configuration de R1. D'accord? Donc, je fais un cas. On nous demande maintenant de vérifier les paramètres initiaux. Donc, ce qu'on vient de configurer là. Quelle commande doit-on taper pour voir les configs? Quelle est la commande qu'on doit taper pour vérifier? Pour vérifier les interfaces. On a fait des configurations, n'est-ce pas? Donc, ces configurations qu'on vient de faire là. Donc, R1, voilà, tout ça. N'est-ce pas? Maintenant, on nous demande de vérifier. Show running config. Donc, je fais un show running config. Je fais un show. Pardon. Je fais un exit d'abord. Bon, sinon, je vais faire un do devant. Show running config. Alors, on voit ici, on a quoi? Hostname, R1. On a enable secret avec un SSH MD5. C'est chiffré. Chiffré. Si on continue, spanning tree. Les interfaces. Donc, aucune interface pour l'instant n'a été configurée ni pour les VLAN. Le banner mode, il est là. Vous n'avez pas accès, n'est-ce pas? Elle est là, le line console 0 aussi, on l'a configuré. Et ça est là. Le mot de passe aussi est chiffré. Voilà, donc c'était tout ce qu'on a fait. Étape 2, vérifier maintenant les paramètres initiaux du routeur R1. Alors, vérifier les paramètres initiaux en affichant la configuration de R1. Donc, la commande show running config comme on a fait. Quitter la session actuelle en mode console. Alors, jusqu'à ce que le message suivant apparaisse. Donc, je fais un exit. Voilà. Donc, on nous demande jusqu'à ce que le message suivant apparaisse. Donc, dès lors qu'on clique sur exit, on a R1 con 0 is now available. Donc, on a le message. Alors, on nous demande de cliquer sur entrée maintenant pour entrer. Donc, si je clique sur entrée, automatiquement, j'ai quoi? Le bannière mode. Vous n'avez pas accès. Et on nous demande quoi? De taper le mot de passe. Alors, on nous dit pourquoi chaque routeur doit-il avoir une bannière mode. Donc, ça, c'est pour prévenir donc les accès non autorisés, comme ils l'ont dit un peu en haut, n'est-ce pas? Alors, si vous n'êtes pas invité à entrer un mot de passe, quelle commande de ligne console avez-vous oublié de configurer? C'est-à-dire que ici, n'est-ce pas, on nous a demandé de taper un mot de passe. Maintenant, si on nous dit que si on ne nous avait pas demandé ce mot de passe-là, ça veut dire qu'on a oublié quelque part de taper, de configurer, de faire une configuration. Maintenant, on pose à savoir si ce mot de passe-là n'avait pas été posé, quelles sont les étapes de configuration, quelle étape de configuration on a oublié? N'est-ce pas, on avait configuré le key console. Line, voilà, c'est l'étape line console. Est-ce que c'est pas login? Quand on ne met pas login? Non, en fait, ça veut dire que si on n'avait pas fait un line console 0, password, ainsi de suite, donc ça veut dire qu'à cette étape-là, on n'allait pas nous demander de mot de passe, on allait directement venir accéder. Donc, l'étape qu'on a, dans ce cas-là, si on n'en avait pas demandé de mot de passe ici, ça veut dire qu'on n'avait pas configuré donc le line console, ainsi de suite. Donc, c'est ça. Et le temps passe vite, hein? Donc, la réunion se termine dans moins d'1 minute. Bon, je vais partager un nouveau lien pour qu'on termine cet exercice et faire le dernier TP du chapitre 8, quoi. OK.